Les divisions panzers allemandes qui déferlèrent sur la forêt d'Ardan en mai 1940 ne vainquirent pas seulement l'armée française. Ils ont réécrit les règles de la guerre moderne. En 6 semaines, la France était tombée et le monde entier regardait avec incrédulité les colonnes de chars passer devant la ligne Maginot, la rendant totalement hors de propos. La vitesse était incompréhensible. Les villes qui avaient résisté à des mois de siège pendant la Grande Guerre tombèrent en quelques heures. L'infanterie française équipée à peu près comme l'était leur père en 1918 se retrouva face à un ennemi qui se déplaçait plus rapidement que leur communication ne pouvait le suivre. Lorsque les Panzer Th et 4 déferlèrent sur les routes de campagne, soutenus par des bombardiers en piqué Stuka et de l'infanterie mécanisée, la réponse standard devint tragiquement prévisible. Dispersez-vous, reculez ou abandonnez-vous. L'impact psychologique a dépassé la dévastation tactique. Le blindage allemand n'était pas nécessairement supérieur dans toutes les spécifications techniques. Les chars français avaient souvent un blindage plus épais et des canons comparables, mais la doctrine coordonnée de la Blitzkrieg créait une aura d'invincibilité. Les soldats d'infanterie de toute l'Europe ont appris une leçon brutale. Lorsque vous entendez des traces de chars, vous courez. Les fusils anti-chars, équipement standard de la plupart des armées, se sont révélés terriblement inadaptés contre tout ce qui n'était pas les véhicules allemands les plus légers. Le corps expéditionnaire britannique, combattant aux côtés des unités françaises, subit cette terreur. Les fusils anti-chars de leurs garçons, pesant 36 livres et tirant un coup de 55, pouvaient théoriquement pénétrer 21 mm de blindage à 100 mètres. Les fourrures de Panzer allemandes arrivées en 1940 portaient un blindage frontal de 30 mm. Les mathématiques étaient brutalement simples. À Dunkerque, entre le 26 mai et le 4 juin 1940, l'armée britannique procède à la plus grande évacuation militaire de l'histoire. Ils ont secouru 338 226 soldats sur les plages, mais ont laissé derrière eux pratiquement tout leur matériel lourd, chars, pièces d'artillerie, véhicules, tous abandonnés. Les canons anti-chars qui auraient pu donner à l'infanterie une chance de se battre contre les blindés allemands rouillaient sur le sol français. La Grande-Bretagne était désormais confrontée à une réelle possibilité d'invasion et les forces défendant l'île ne possédaient presque rien de capable d'arrêter une colonne de panzers. Le haut commandement allemand a commencé à planifier l'opération Sillon. Convaincu que si leurs forces établissaient une tête de pont, l'infanterie britannique s'effondrerait devant leur fer de lance blindé, exactement comme l'avaient fait les Français. Ce n'était pas de la simple propagande. C'était basé sur la réalité observée. Tout au long de la campagne de France, les commandants de chars allemands ont signalé que l'infanterie ennemie se brisait généralement et s'enfuyait à l'approche des blindés. Les quelques unités qui restèrent debout et combattirent furent rapidement submergées. Les panzers semblaient posséder une capacité presque surnaturelle à apparaître là où les défenseurs étaient les plus faibles, à exploiter les brèches et à créer la panique au plus profond des lignes. Les images d'actualité de l'époque diffusées dans les cinémas britanniques ont renforcé le message. Les chars étaient les nouveaux maîtres du champ de bataille et l'infanterie était des reliques obsolètes attendant d'être écrasées sous leurs chenilles. La doctrine tactique allemande encourageait activement cette guerre psychologique. Les équipages de panzers étaient entraînés à faire preuve d'agressivité, à avancer même lorsque la prudence tactique pouvait suggérer le contraire, car ils avaient appris qu'une action audacieuse provoquait souvent l'effondrement des formations ennemies sans combat sérieux. Des commandants de chars comme Irwin RML avaient démontré en France qu'une force blindée relativement petite, employée de manière agressive, pouvait paralyser et vaincre une armée conventionnelle beaucoup plus importante. Le mythe de l'armure imparable s'est réalisé de lui-même. Les soldats s'attendaient à perdre, alors ils ont couru, ce qui signifiait qu'ils avaient perdu. Les planificateurs militaires britanniques qui étudiaient les rapports des services de renseignement tout au long de l'été 1940 se sont trouvés confrontés à une vérité inconfortable. La Wehrmacht finirait par envahir. Si ce n'est pas la Grande-Bretagne, alors quelque part. Et lorsque ces panzers avanceraient, l'infanterie britannique resterait-elle debout ou se briserait-elle comme tout le monde? La question hantait le War Office. La création d'armes anti-chars efficaces devint une priorité absolue, mais cela prendrait du temps. Des ressources d'ingénierie et des solutions à des problèmes qu'aucune armée n'avait correctement résolus. Pendant ce temps, les divisions blindées allemandes ne faisaient que se renforcer. Les soldats évacués de Dunkerque en rapportent bien plus que de l'épuisement et des traumatismes. Ils apportèrent des renseignements tactiques qui terrifièrent les planificateurs britanniques. Des officiers d'infanterie ont déclaré avoir observé les chars allemands opérer en toute impunité. Éliminer les positions défensives qui auraient dû tenir. Le fusil anti-char du garçon, la principale arme anti-blindée de l'infanterie britannique, s'était révélé être une plaisanterie cruelle. Les soldats l'ont surnommé le fusil à éléphant,
mais pas affectueusement. Le recul féroce de l'arme brisait les clavicules et luxait les épaules, tandis que sa capacité de pénétration du blindage était déjà devenue obsolète. Tirer sur un Panzer qui approchait avec le fusil d'un garçon n'était pas un combat. C'était un suicide avec des démarches supplémentaires. Les canons antichars britanniques les plus lourds, les pièces remorquées de 2 livres, étaient suffisamment efficaces lorsqu'ils étaient correctement positionnés, mais ils partageaient d'un défaut fatal avec toute l'artillerie antichar conventionnelle. Ils nécessitaient un transport, du temps d'installation et un déploiement prévisible. Les avions de reconnaissance allemands et les observateurs avancés apprennent rapidement à identifier les positions des canons antichars, qui sont ensuite neutralisés par l'artillerie ou simplement contournés. Ce dont l'infanterie britannique avait désespérément besoin, ce dont toutes les forces d'infanterie du monde avaient désespérément besoin, c'était quelque chose qu'un soldat pouvait transporter. Quelque chose qui pourrait être caché dans une rangée de haies ou dans un bâtiment. Quelque chose qui pouvait surgir de nulle part et transpercer le blindage allemand avant même que l'équipage du char ne sache qu'il était attaqué. Le problème était l'ingénierie physique. Pour pénétrer le blindage d'un char, il fallait soit un projectile très rapide, nécessitant un canon puissant, ce qui signifiait du poids, soit une très grosse charge explosive, nécessitant une ogive importante, ce qui signifiait également du poids. L'infanterie ne pouvait pas transporter de canons antichars conventionnels. Les armes étaient tout simplement trop lourdes, trop visibles et trop lentes à repositionner. Plusieurs approches expérimentales avaient échoué. Les bombes collantes, explosifs fixés sur des plaques magnétiques, obligeaient les soldats à s'approcher à proximité d'un char, ce qui s'est avéré suicidaire dans la pratique. Les grenades antichars n'avaient pas la puissance explosive nécessaire pour pénétrer de manière fiable dans le blindage. Les cocktails Molotov fonctionnaient occasionnellement contre des chars plus anciens, mais étaient désespérément insuffisants contre les modèles allemands améliorés. Arrivé en 1941, le War Office établit un cahier des charges qui semble presque contradictoire. Il voulait une arme suffisamment légère pour qu'un ou 2 soldats puissent la porter et l'utiliser. Il devait pénétrer au moins 75 mm de blindage, suffisamment pour menacer n'importe quel char allemand actuellement en service. La portée effective doit atteindre au moins 100 mètres, ce qui donne à l'infanterie une certaine distance de sécurité. Il devait être suffisamment simple pour que les conscrits puissent apprendre à l'utiliser rapidement, suffisamment fiable pour fonctionner dans la boue, la pluie et le froid, et suffisamment bon marché pour être fabriqué par milliers. Oh, et la capacité industrielle britannique était déjà désespérément limitée, produisant des avions, des navires et des armes conventionnelles. Quoi qu'ils aient conçu, ils ne pouvaient pas nécessiter de matériaux exotiques ou d'usinage complexe. Plusieurs équipes de conception se sont attaquées au problème en 1940 et 1941. Une approche utilisait un principe de mortier à embout dans lequel le projectile était placé sur une tige centrale plutôt que d'être tiré depuis l'intérieur d'un canon. Cela permettait d'avoir une ogive beaucoup plus grande par rapport à la taille du lanceur. Une autre équipe a étudié les ogives à charge creuse qui concentraient la force explosive dans un jet étroit capable de brûler le blindage. L'effet Monroe, découvert des décennies plus tôt mais peu exploité, offrait une solution potentielle. Un cône creux en métal recouvert d'explosifs pourrait pénétrer une armure beaucoup plus épaisse que les explosifs conventionnels du même poids. La physique impliquait la conversion de l'énergie explosive en un jet hypersonique de métal en fusion, atteignant des températures supérieures à 5000 degrés Celsius et des pressions dépassant 300 000 livres sterling par pouce carré. Au début de 1942, ces brins expérimentaux convergeaient en une seule arme particulière. Le lieutenant-colonel Stuart Blackie, un officier d'ordonnance quelque peu excentrique, a défendu une conception utilisant un énorme ressort hélicoïdal comme système de propulsion. Oui, un ressort comme une énorme catapulte mécanique. Les propulseurs chimiques étaient rares et les substances contrôlées nécessitaient une manipulation et un stockage soigneux. Un ressort en acier peut être fabriqué dans n'importe quelle usine ayant une capacité de travail des métaux. Ne nécessitait aucun stockage spécial et ne pouvait pas exploser accidentellement. L'idée semblait absurde jusqu'à ce que vous examiniez les mathématiques. Un ressort puissant enroulé et relâché soudainement pourrait lancer une ogive de 3 livres avec une vitesse suffisante pour être efficace à distance de combat. Les tests effectués jusqu'en 1942 se sont révélés prometteurs, même si ces promesses sont peut-être généreuses. Les premiers prototypes étaient dangereux pour leurs opérateurs, capricieux et refusaient parfois de tirer du tout, mais ils perçaient parfois des plaques de blindage lors d'essais, et c'était plus que ce que toute autre option portable pouvait prétendre. Le projecteur, infanterie, antichar, bientôt abrégé en pâte, sorti de ses essais à la fin de 1942, ne ressemblant à aucune arme jamais vue auparavant. À 32 livres déchargés,
il ressemblait à un tube métallique avec une épaulière à une extrémité et une auge sur le dessus pour la bombe. L'ingénierie était véritablement innovante, même si les opérateurs finiraient par la détester. À l'intérieur de ce tube se trouvait un ressort pesant plusieurs livres, comprimé avec une telle force que pour armer l'arme, l'opérateur devait s'allonger sur le dos, placer les 2 pieds sur l'épaulette et tirer le levier d'armement avec tout le poids de son corps. Un soldat tirant sur ce levier soulevait essentiellement l'arme tout en comprimant simultanément un ressort conçu pour générer suffisamment de force pour lancer un projectile de 3 livres à 15 mètres. L'ogive à charge creuse représentait le véritable génie de l'arme. La bombe elle-même mesurait 9 cm de diamètre, bien plus grand que tout ce qu'une arme de calibre fusil classique pourrait tirer. À l'intérieur du nez de l'ogive c'est ce sur un revêtement en cuivre façonné précisément en cône. Lorsque l'explosif a explosé, la physique est devenue presque belle dans sa violence. L'onde de choc a fait effondrer le cône de cuivre de l'extérieur, le pressant dans un jet qui se déplaçait à environ 8000 mètres par seconde, soit environ 25 fois la vitesse du son. Ce jet surchauffé pouvait pénétrer 75 mm de plaques de blindage selon un angle de 90 degrés. Et surtout, la pénétration ne dépendait pas de la vitesse du projectile. La bombe PAT pouvait se déplacer relativement lentement tout en perçant le blindage du char, ce qui signifiait que le système de propulsion à ressort pouvait réellement fonctionner. Mais les particularités de l'arme s'étendaient au-delà de son mécanisme de chargement. Contrairement aux armes conventionnelles, le PAT n'utilisait pas de gâchette au sens traditionnel du terme. Lors du tir, le ressort a poussé un percuteur vers l'avant dans une amorce de type fusil de chasse sur la queue de la bombe. La bombe a été lancée vers l'avant tandis que le ressort et le mécanisme de tir reculaient vers l'arrière à l'intérieur du tube. Ce recul a automatiquement réarmé l'arme. Théoriquement, en pratique, si la bombe ne parvenait pas à se lancer correctement, ou si l'opérateur ne tenait pas l'arme suffisamment fermement, le ressort ne se comprimerait pas pour le tir suivant et toute la procédure d'armement angoissante devait être répétée. Le recul lui-même était légendaire. Les anciens combattants l'ont décrit comme ayant été frappé par un cheval directement dans l'épaule. Tirer debout était déconseillé, à moins que vous aimiez être renversé sur le dos. La production commença sérieusement au début de 1943. Les usines britanniques produisaient des milliers de cartouches, tandis que les cours de formation tentaient d'enseigner aux soldats comment utiliser efficacement cette arme particulière. Les manuels de formation se lisent comme des récits édifiants. Ne tirez jamais depuis un espace clos. L'explosion pourrait vous tuer. N'appuyez jamais l'arme contre quoi que ce soit lorsqu'elle est chargée. Cela pourrait se décharger. Assurez-vous toujours que la bombe est bien insérée dans l'auge. Une bombe partiellement chargée pourrait exploser immédiatement. Gardez le mécanisme à ressort propre et légèrement huilé, mais pas trop gras, sinon il ne se comprime pas correctement. Par temps froid, le ressort perd de sa tension. Par temps chaud, les lubrifiants peuvent provoquer des dysfonctionnements. La portée effective est de 100 mètres, mais la précision à cette distance est au mieux optimiste. Pour des coups fiables, approchez-vous à moins de 50 mètres. Pour une pénétration garantie, rapprochez-vous encore. La désignation officielle de l'arme a semé une certaine confusion, le qualifier de projecteur plutôt que de lanceur ou d'arme à feu était une particularité bureaucratique. Peut-être que le War Office voulait éviter les comparaisons avec les canons antichars appropriés. L'infanterie, quant à elle, a développé sa propre terminologie. Certains l'appelaient le lance-bombe PAT. D'autres ont utilisé des noms moins imprimables après avoir subi le recul des ecchymoses à l'épaule ou après avoir lutté avec le mécanisme d'armement au milieu d'un échange de tirs. Mais contrairement au fusil anti-char du garçon, que les soldats abandonnaient autant que possible, le PAT méritait un respect à contre-cœur. C'était brutal, inconfortable et difficile, mais ça a fonctionné. Lorsqu'une bombe PAT frappait correctement un char, les résultats étaient dévastateurs. Au milieu de 1943, les pas étaient distribués aux bataillons d'infanterie se dirigeant vers le théâtre méditerranéen. Chaque arme était livrée avec un sac de transport en toile, plusieurs bombes et un entraînement minimal. Les ogives à charge creuse étaient sensibles aux impacts et devaient être manipulées avec précaution pendant le transport. Les bombes elles-mêmes semblaient presque comiques. Tête bulbeuse sur queue en forme de bâton, ressemblant plus à des fléchettes surdimensionnées qu'à des munitions appropriées. Les soldats ont rapidement compris que les bombes pouvaient être dévastatrices contre bien plus que les chars. Les positions fortifiées, les bunkers en béton et même les bâtiments pourraient être engagés efficacement. La polyvalence du PAT a commencé à émerger au combat, même si son objectif principal est resté clair. Donner à l'infanterie une chance de se battre lorsque les blindés allemands sont apparus.
Le PAT a reçu son baptême du feu en Sicile lors de l'opération Husky. L'invasion alliée commença le 10 juillet 1943. L'infanterie britannique débarquant porta ses armes inconnues avec un mélange de curiosité et de scepticisme. La campagne de Sicile présentait des conditions idéales pour tester les capacités du PAT. Des routes étroites, des villages aux murs de pierre, des collines en terrasse où les chars étaient canalisés vers des itinéraires prévisibles. Les unités blindées allemandes et italiennes défendant l'île ont vite compris que l'infanterie britannique ne se dispersait plus simplement à l'approche des chars. Lors d'un engagement près de Centuripi, une équipe PAT positionnée dans une ruelle a assommé un Panzer IV à environ 40 mètres. Le jet à charge creuse a percé le blindage latéral du char et l'équipage a immédiatement abandonné le véhicule. Les rapports allemands après action ont commencé à noter quelque chose d'inattendu. Les soldats britanniques chassaient activement leurs chars. La campagne qui a suivi sur le continent italien a offert encore plus d'opportunités. Le terrain montagneux du sud de l'Italie, avec ses vallées étroites et ses routes sinueuses, favorisait les défenseurs équipés d'armes anti-chars portables. À Salerne en septembre 1943, l'infanterie britannique utilisa des frappes pour briser plusieurs contre-attaques allemandes qui s'appuyaient sur un soutien blindé. La capacité des armes à être tirées depuis des bâtiments s'est avérée inestimable. Une équipe PAT située à un étage supérieur pouvait engager des chars par le haut, là où le blindage était généralement le plus fin. Un caporal a détruit un canon d'assaut STOA 3 en tirant directement sur son pont moteur, mettant le feu au véhicule. L'équipage allemand, s'attendant à des canons anti-chars positionnés au niveau du sol, n'a jamais pensé à surveiller les fenêtres au-dessus d'eux. Ce qui rendait le PAT véritablement dangereux, ce n'était pas ses spécifications techniques. C'était la flexibilité tactique qu'elle offrait. Les canons anti-chars traditionnels devaient être positionnés à l'avance avec des champs de tir dégagés, et une fois qu'ils se révélaient en tirant, l'artillerie ennemie les visait en quelques minutes. Une équipe PAT pouvait se cacher n'importe où, attendre le tir parfait, tirer une ou deux fois, puis disparaître dans les décombres ou la végétation avant que l'ennemi ne puisse répondre. Cette arme a transformé l'infanterie, victime impuissante d'un assaut blindé, en véritable menace. Les commandants de chars allemands qui avaient passé des années à opérer dans une relative impunité contre l'infanterie devaient désormais considérer que chaque haie, chaque bâtiment, chaque tas de décombres pouvait cacher un soldat doté d'une arme capable de les tuer. L'ogive à charge creuse du PAT s'est révélée particulièrement efficace contre le blindage latéral et arrière des chars allemands. Les Panzer IV transportaient 30 mm de blindage latéral, bien dans la capacité de pénétration du PAT. Même les chars Panther les plus lourds arrivés en Italie à la fin de 1943 avaient un blindage latéral vulnérable de 40 à 50 mm. Un tir de PAT bien placé pourrait désactiver ou détruire n'importe quel char de l'inventaire allemand s'il touchait le bon endroit. Le défi, bien sûr, était de réussir cette photo. Engager un char depuis le front était suicidaire. Le blindage le plus épais était orienté vers l'avant et les équipages de chars gardaient naturellement leur arc frontal pointé vers les menaces probables. Les équipes PAT qui ont réussi ont appris à se positionner là où les chars exposeraient leurs flancs, dans les coins, dans des positions d'embuscade le long d'itinéraires connus ou dans des environnements urbains où les véhicules devaient tourner fréquemment. Les batailles dans le désert d'Afrique du Nord étaient déjà terminées au moment où PAT arrivait sur le théâtre des opérations, mais les leçons apprises là-bas ont influencé les tactiques de PAT. Les équipes anti-chars d'infanterie opéraient par paires. Un homme pour porter et tirer l'arme, un autre pour transporter des bombes supplémentaires et assurer la sécurité. Le tir nécessitait une concentration absolue pour aligner un tir, le laissant vulnérable à l'infanterie ennemie. Le deuxième homme surveillait les menaces et pouvait prendre le relais si son partenaire était touché. L'approvisionnement en munitions est devenu critique. Chaque bombe PAT pesait plus de 3 livres, et un soldat ne pouvait en transporter que 3 ou 4 en plus de l'arme elle-même. Une fois celle-ci dépensée, l'équipe était effectivement désarmée à moins qu'elle n'ait encaissé des munitions supplémentaires à proximité. La dynamique psychologique entre les équipages de chars et l'infanterie a commencé à changer à la fin de 1943 et au début de 1944. Les unités blindées allemandes ont dû modifier leur tactique. Ils augmentèrent le soutien de l'infanterie, utilisèrent davantage de reconnaissance et devinrent beaucoup plus prudents lorsqu'ils opéraient sur un terrain propice aux embuscades. L'infanterie britannique, à l'inverse, a découvert qu'elle pouvait tenir tête aux blindés. Les officiers ont rapporté que les hommes équipés de PAT avaient nettement moins tendance à paniquer lorsque des chars apparaissaient. L'arme n'était pas une garantie de survie. Loin de là. Mais cela a fourni une agence. Les soldats armés de TAP n'étaient pas impuissants. Ils étaient dangereux. Ce changement psychologique comptait plus que les statistiques réelles de meurtre.
Un fantassin qui croit pouvoir riposter se comportera très différemment de celui qui se croit déjà mort. Cette déclaration a donné cette conviction aux soldats britanniques. Lorsque les Alliés débarquèrent le 6 juin 1944, pas les accompagna. La Boage normande, ce paysage particulier de petits champs entourés d'anciennes berges de terre surmontées de dansets, est devenu peut-être le terrain d'essai le plus célèbre de l'arme. Le terrain était claustrophobe, limitant la visibilité à 50 ou 100 mètres à de nombreux endroits. Les routes sont devenues des zones de massacre naturels, des chemins creux avec des talus abrupts de chaque côté où les chars ne pouvaient pas sortir des voies étroites. Pour les équipes PAT, ce paysage était parfait. Pour les commandants de chars allemands, c'était un cauchemar qui s'aggravait de jour en jour. Les défenseurs allemands avaient positionné leurs réserves blindées, espérant contre-attaquer et repousser l'invasion dans la mer. Les divisions SS Panzer, dont la 12e division SS Panzer, Hitler-Jugend et la division Panzerlier, se sont dirigées vers la tête de pont avec confiance. Il ne s'agissait pas des mêmes unités entraînées à la hâte qui avaient mis en garnison la France. Il s'agissait de formations d'élite composées de vétérans aguerris et dotés des équipements les plus récents. Leur Panzer IV avait été amélioré avec un blindage supplémentaire. Leurs Panthers étaient sans doute les meilleurs chars moyens au monde. Leurs chars Tigre étaient des forteresses mobiles. Et pourtant, alors que ces formations affrontaient les forces britanniques et canadiennes qui poussaient vers l'intérieur des terres depuis les plages, elles ont découvert quelque chose d'inattendu. L'infanterie ne courait pas. À l'extérieur de Combe pendant l'opération Charroud début juillet, les bataillons d'infanterie britanniques défendant les villages ont utilisé des frappes avec un effet dévastateur. Les commandants de chars allemands ont découvert qu'en avançant dans la rue d'un village, une bombe à charge creuse pourrait s'abattre sur leur flanc depuis un bâtiment bombardé. Le blindage frontal des Panthers pouvait ignorer la plupart des obus anti-chars alliés, mais leur côté restait vulnérable et le bocage obligeait les chars à exposer constamment leurs flancs. Une panthère passait devant un hédro et une équipe de pattes cachées dans les sous-bois tirait à bout portant. La capacité de pénétration de 75 mm était plus que suffisante contre un blindage latéral à 30 mètres. L'opération Epsom, lancée le 26 juin, a été le théâtre de combat parmi les plus violents. L'infanterie britannique avançant vers la rivière Odon a été confrontée à des contre-attaques allemandes répétées menées par des blindés. La réponse tactique allemande standard, l'envoi de Panzer pour interrompre l'attaque, rencontra une résistance inattendue. Les compagnies d'infanterie ont creusé dans les hedgerows et ont engagé des chars allemands à des distances où la doctrine d'avant-guerre affirmait que l'infanterie aurait déjà dû fuir. Un sergent près de Scheer a assommé 2 Panzers à 4 pattes en 10 minutes, en tirant depuis une position dans un fossé de drainage. Le premier char a été touché au niveau de la chenille, l'immobilisant. Alors que l'équipage sautait, le deuxième char tenta de faire marche arrière, exposant son blindage arrière plus fin. La deuxième bombe patte a pénétré dans le compartiment moteur et le véhicule a brûlé. Les Allemands essayèrent d'adapter leur tactique. Ils ont augmenté les écrans d'infanterie autour de leurs chars, utilisant des fantassins pour éliminer les positions suspectes du PAT avant que les blindés n'avancent. Cela a fonctionné dans une certaine mesure, mais cela a considérablement ralenti leur avance et augmenté les pertes d'infanterie. La doctrine de Blitzkrieg, qui leur avait si bien servi en 1940, reposait sur la vitesse et le choc. Lorsque chaque pouvait cacher une équipe anti-char, la vitesse devenait impossible. Les commandants de chars qui avaient appris à avancer de manière agressive se retrouvaient désormais à longer prudemment les voies normandes, s'attendant à une embuscade à chaque tournant. L'avantage psychologique s'était déplacé. Ce sont désormais les équipages des chars allemands qui ressentent la peur. Les rapports britanniques d'après-action de juillet et août 1944 documentent des dizaines d'engagements PIA réussis. Tous les tirs n'ont pas abouti à une mort. Les ogives à charge creuse étaient sensibles à l'angle d'impact, et un coup oblique pouvait ne pas réussir à pénétrer, mais même les quasi-accidents avaient un effet. Le bruit d'une bombe patte explosant contre la coque d'un char était distinctif et terrifiant. Les équipages qui ont survécu à un impact ont souvent abandonné leur véhicule après une seconde, peu disposés à en attendre un troisième. L'impact psychologique du PAT a dépassé sa létalité réelle. Les officiers du renseignement allemand interrogeant les soldats britanniques capturés ont spécifiquement posé des questions sur le projecteur anti-char d'infanterie, essayant de comprendre combien les Britanniques en possédaient et où ils étaient déployés. À la fin du mois de juillet, alors que l'opération Goodwood puis l'opération Cobra commençaient à s'éloigner de la Normandie, les équipes PAT étaient devenues un élément standard des tactiques d'infanterie britanniques. Les commandants de peloton positionnaient régulièrement les opérateurs PAT au point d'étranglement clé, tout comme ils positionneraient des équipes de mitrailleuses. Les armes n'étaient plus des curiosités expérimentales.
C'étaient des outils essentiels. Les rapports tactiques allemands de cette période montrent un changement marqué dans la façon dont leurs unités blindées approchaient des positions d'infanterie. Ils ont utilisé plus de préparation d'artillerie, plus de fumée, plus de prudence. L'époque des panzers roulant avec confiance à travers les défenses de l'infanterie était révolue. Les soldats britanniques armés de leurs brutaux lanceurs à ressort avaient prouvé qu'ils pouvaient se tenir debout et se battre. Le mythe de l'armure invincible né en France 4 ans plus tôt était en train de mourir dans les drônes normands. Pour réussir au combat, il fallait une combinaison particulière de force, de courage et de désespoir. La mécanique des armes exigeait un effort physique qui serait épuisant même sans que personne ne vous tire dessus. Considérez la séquence. Vous venez de tirer votre premier coup. Et le ressort, si vous avez de la chance, c'est automatiquement réarmé. Vous devez maintenant recharger. La bombe pèse un peu plus de 3 livres et doit être placée soigneusement dans l'auge au-dessus de l'arme, la queue en premier, avec l'amorce alignée précisément avec l'endroit où le percuteur frappera. Vos mains tremblent d'adrénaline. Le char sur lequel vous venez de tirer est peut-être désactivé ou il traverse peut-être sa tourelle vers votre position. Vous avez peut-être 15 secondes avant que les mitrailleuses ou le canon principal de ce char ne transforment votre cachette en un piège mortel. Si l'arme ne parvenait pas à se réarmer automatiquement, ce qui est fréquent, en particulier dans des conditions boueuses ou froides, le processus devenait véritablement cauchemardesque. Vous devez physiquement réarmer le mécanisme à ressort, ce qui signifie vous allonger sur le dos, placer les 2 pieds sur l'épaulière, saisir la poignée d'armement avec les 2 mains et tirer avec toute la force de votre corps tout en redressant vos jambes. Les vétérans ont décrit cela comme une tentative d'appuyer sur une jambe d'environ 200 livres sous le feu si vous étiez dans un espace confiné, un bâtiment, une tranchée, un haie. Cela pourrait être physiquement impossible. Certains soldats ont déclaré avoir mis jusqu'à 90 secondes pour réarmer une tape obstinée, une éternité lorsque l'infanterie ennemie avançait vers votre position. La disposition de l'équipage de 2 hommes a évolué par nécessité plutôt que par doctrine. Un soldat, généralement le plus fort des 2, servait de tireur. Il portait la tape elle-même et 1 ou 2 bombes. Son partenaire transportait des munitions supplémentaires, généralement 3 ou 4 bombes supplémentaires dans un sac en toile, ainsi que son propre fusil et son propre équipement. Le rôle du 2e homme s'étendait au-delà du simple porteur de munitions. Il surveillait les menaces tandis que le tireur se concentrait sur sa cible. Il a identifié les priorités des cibles si plusieurs véhicules apparaissaient. Il pouvait fournir un tir de couverture avec son fusil si l'infanterie ennemie repéra sa position. Et surtout, si le tireur était touché, le 2e homme pourrait théoriquement prendre le relais. Mais dans la pratique, il s'agissait d'une patience qui ne pouvait pas être transférée instantanément. La portée effective était officiellement de 115 mètres, mais c'était extrêmement optimiste. La bombe patte suivait un arc balistique comme un obus de mortier, et non une trajectoire plate comme un canon. À 100 mètres, vous lanciez essentiellement la bombe vers la cible et espériez. La précision à cette distance était suffisamment faible pour que les manuels de formation recommandent de tirer uniquement sur des cibles stationnaires au-delà de 75 mètres. Pour les cibles mobiles, rapprochez-vous. Les engagements les plus réussis ont eu lieu entre 30 et 50 mètres. Assez près pour assurer un coup sûr, mais pas si près que les mitrailleuses du char vous tueraient certainement avant que vous puissiez tirer. 50 mètres semble être une distance confortable jusqu'à ce que vous regardiez plusieurs tonnes d'acier et d'armes gronder vers vous à 15 000 par heure. Vous avez peut-être 10 secondes pour viser et tirer. Votre épaule vous fait déjà mal à cause du recul des tirs précédents. L'arme pèse 32 livres et doit être maintenue stable malgré le tremblement des bras. L'efficacité de l'ogive à charge creuse dépendait essentiellement de l'angle d'impact. Frapper le blindage à 90 degrés perpendiculairement et le jet de cuivre pénétrerait avec une efficacité maximale. Frapper sous un angle oblique, le jet pourrait s'éloigner ou ne pas pénétrer complètement. Cela signifiait attendre le tir parfait plutôt que de tirer dès que la cible apparaissait. Un char approchant de face présentait son blindage le plus épais et le pire angle. Attendez qu'il passe, exposant son côté. Mieux encore, positionnez-vous là où le char doit tourner, en vous arrêtant momentanément et en présentant une cible stationnaire avec un blindage latéral vulnérable. Cela nécessitait de comprendre les tactiques des chars, le terrain et le timing. Cela nécessitait des nerfs que la plupart des humains ne possèdent pas naturellement. Le tribut physique imposé aux opérateurs du PAT était considérable. Le recul a provoqué des contusions à l'épaule que les anciens combattants ont décrites comme ressemblant à de graves impacts. Après avoir tiré 4 ou 5 bombes en succession rapide,
votre épaule pouvait être si gravement meurtrie que soulever l'arme devenait angoissant. Certains soldats ont développé des techniques pour répartir le recul, en tirant depuis des positions couchées, en plaçant l'arme contre des objets solides, mais chaque tir délivrait toujours un coup punitif. Le mécanisme d'armement a causé ses propres blessures. Les soldats ont signalé des élongations musculaires, des tensions dans le dos et, dans certains cas, des hernies dues à l'actionnement répété de ce ressort vicieux. L'arme exigeait que vous soyez en parfaite condition physique. Pourtant, il était exploité par des hommes qui n'avaient peut-être pas mangé correctement depuis des jours, qui étaient épuisés par les combats incessants et qui transportaient 60 livres de matériel en plus du PAT lui-même. Pourtant, malgré toute sa brutalité, le PAT a fonctionné. C'est ce qui a permis aux soldats de l'utiliser malgré l'inconfort, malgré le danger, malgré les châtiments corporels. Lorsque cette ogive à charge creuse s'est correctement connectée au blindage latéral d'un Panzer, les résultats ont tout justifié. Le jet de cuivre surchauffé transpercerait l'acier et l'onde de pression à l'intérieur du réservoir tuerait ou mutilerait l'équipage, enflammerait les munitions et briserait les réservoirs de carburant. Un tir réussi de PAT signifiait un tank de moins essayant de vous tuer. Le 13 juin 1944, le village de Vercage est devenu l'un des terrains d'essai les plus célèbres du PAT, mais pas de la manière attendue. La 7e division blindée, les célèbres Desert Ra, avait avancé de manière agressive, tentant de déborder les positions allemandes autour de Kong. Ils rencontrèrent le SS Obermführer Michael Wittmann dans son char Tigre qui détruisit à lui seul environ 14 chars britanniques et de nombreux autres véhicules en quelques minutes. Ce fut un désastre. Mais au milieu du chaos, une seule équipe de PAT a réussi quelque chose de remarquable. Le sergent Stan Lockwood, positionné dans un bâtiment le long de la rue principale, a tiré sur le Rittmann S-Tiger à environ 30 mètres. La bombe a frappé le côté du Tigre et a explosé, mais elle n'a pas réussi à pénétrer le blindage lourd. L'impact fut cependant suffisant pour convaincre Rittmann de se retirer temporairement. Ce coup de feu n'a pas tué le Tigre, mais il a démontré que même le char allemand le plus redoutable n'était pas invulnérable face à un fantassin déterminé possédant la bonne arme. Au cours de l'opération Epsom autour du dans le village de Graville-sur-Odon, le 27 juin, l'équipe PAT du caporal Edward Chapman a réalisé le genre d'engagement décrit dans les manuels de formation, mais que les soldats ont rarement vécu. Sa position, dissimulée dans une ferme détruite, surplombait un carrefour où les contre-attaques allemandes devaient faire tourner leurs chars. Un Panzer IV s'est approché du coin, a ralenti pour prendre le virage et a exposé son blindage latéral à environ 40 mètres. Chapman a tiré et le jet carbonisé a pénétré juste en dessous de l'anneau de la tourelle. Le char s'est arrêté immédiatement, de la fumée s'échappant des écoutilles. Alors que l'équipage sautait en parachute, un deuxième Panzer IV TH apparut, suivant le même itinéraire. Le chargeur de Chapman avait déjà positionné une autre bombe. Le deuxième coup de feu a touché la chenille, immobilisant le véhicule. La citation de Chapman pour la médaille militaire indiquait qu'il avait conservé son poste malgré le feu soutenu des armes légères, attendant le moment exact où ses cibles étaient les plus vulnérables. Les combats autour de la colline 112, ce morceau de terrain désespérément contesté au sud-ouest de K, ont vu les tapotements prouver leur valeur à plusieurs reprises fin juin et début juillet. La colline a changé de main à plusieurs reprises avec des contre-attaques blindées allemandes tentant de déloger l'infanterie britannique qui s'était frayé un chemin jusqu'à la crête. Le 29 juin, une compagnie d'infanterie légère du duc de Cornouailles fait face à une contre-attaque des Panthers de la 9e division SS Panza. Les fantassins creusés dans des tranchées hâtivement grattées regardaient les Panthers s'approcher à découvert. La doctrine standard disait qu'ils devraient se retirer. L'infanterie ne pouvait pas tenir tête aux Panthers. Ils ne se sont pas retirés. 3 équipes PAT positionnées dans des positions de soutien mutuel ont engagé les Panthers à des distances comprises entre 50 et 75 mètres. Un Panther a reçu un coup direct sur son blindage latéral et a été assommé. Les 2 autres se retirèrent après des quasi-accidents, peu disposés à continuer sans le soutien de l'infanterie. La compagnie tenait la colline près de Combe lors de l'opération Sherwood le 8 juillet. Le soldat Arthur Harness s'est retrouvé dans une situation qui n'aurait pas dû être viable. Son peloton occupant des maisons endommagées par les obus à la périphérie du village fut attaqué par 2 panneaux fours soutenant l'infanterie allemande. Le premier char s'approcha de la rue principale, ses mitrailleuses ratissant les bâtiments. Harness, placé au premier étage d'une maison en pierre, attendait que le Panzer passe sous sa fenêtre. Il a tiré presque directement sur le pont moteur du char, là où le blindage était le plus fin. Le jet à charge creuse a pénétré et le moteur a immédiatement pris feu. L'équipage a évacué et a dépassé la position de Harness. Le deuxième panneur,
voyant son compagnon handicapé, fit marche arrière rapidement et se retira. Le rapport après action de Harness indiquait qu'il avait été absolument terrifié tout au long de l'engagement, mais qu'il ne pouvait penser à rien d'autre à faire que de tirer avec l'arme. Ces engagements documentés partagent des éléments communs. Les équipes PAT ont réussi en utilisant le terrain, en faisant preuve de patience et en comprenant les vulnérabilités des chars. Ils ne se sont pas engagés à portée maximale. Ils attendaient que les cibles se rapprochent, révèlent leurs points faibles, s'engagent sur des itinéraires dont ils ne pourraient pas facilement revenir en arrière. Ils ont accepté des risques personnels extraordinaires. Un opérateur PAT tirant sur un char à 40 mètres était bien à portée des armes de ce char. Si le tir manquait ou ne pénétrait pas, l'équipage du char savait désormais exactement où vous vous trouviez. Les fiançailles sont devenues binaires. Vous avez tué le tank ou le tank vous a tué. Il n'y avait pas vraiment de juste milieu. Le ratio kill-perte des équipes PAT n'a jamais été systématiquement enregistré. Mais des preuves anecdotiques suggèrent que cela donne à réfléchir. Pour chaque engagement réussi, des équipes mouraient en tentant la même chose. Attrapés par des tirs de mitrailleuse alors qu'ils tentaient de viser, tués par l'artillerie après avoir révélé leur position, écrasés lorsque les chars traversaient simplement leurs tranchées. L'arme donnait une chance à l'infanterie, pas une garantie. Mais cette chance était plus grande que celle qu'ils avaient eue en France 4 ans plus tôt. Les soldats qui utilisaient les pas en Normandie n'étaient pas surhumains. C'étaient des hommes ordinaires, souvent des conscrits, qui accomplissaient un travail extrêmement dangereux avec une arme disgracieuse. Ce qui les rendait remarquables, c'est qu'ils l'avaient fait. Lorsque les blindés allemands sont apparus, ils ont récupéré leurs brutaux lanceurs à ressort et ont riposté au lieu de courir. Le PAT n'a jamais atteint le statut légendaire comme le font certaines armes. Ce n'était ni élégant ni élégant. Cela n'apparaissait pas sur les affiches de propagande. Les soldats n'ont pas écrit à leurs familles pour leur témoigner leur affection. Pourtant, son impact sur la psychologie de la guerre blindée a dépassé ce que ses modestes spécifications techniques pourraient suggérer. La véritable réussite de cette arme n'était pas le nombre de chars qu'elle détruisait, même si ce nombre était substantiel, mais plutôt son impact sur le calcul des opérations blindées. Avant le déploiement généralisé du PAT, les commandants de chars allemands partaient du principe que l'infanterie ne représentait qu'une menace directe minime pour leurs véhicules. Après la Normandie, cette hypothèse est morte. Chaque bâtiment, très bon est, chaque tas de décombres devenait une position de tir potentielle pour une arme qui pourrait vous tuer. Ce changement s'est manifesté dans la doctrine tactique allemande jusqu'en 1944 et jusqu'en 1945. Les unités blindées qui opéraient auparavant avec une indépendance agressive avaient désormais besoin d'un soutien d'infanterie substantiel. La reconnaissance est devenue plus approfondie et les avancées plus prudentes. Le rythme des opérations blindées ralentissait considérablement lorsqu'elles opéraient sur un terrain propice aux embuscades à courte portée. Ce ralentissement a eu des implications stratégiques. L'avantage de l'armée allemande a toujours reposé en partie sur la vitesse et le choc. La capacité de concentrer rapidement la force et de submerger les défenseurs avant qu'ils ne puissent réagir correctement. Lorsque vos chars doivent avancer, vérifiant soigneusement chaque cachette potentielle, cet avantage s'évapore. Le PAT, combiné à d'autres armes anti-chars alliées, a transformé la guerre blindée d'une guerre de mouvement en quelque chose qui ressemble à l'usure brutale de la Première Guerre mondiale. La psychologie de l'infanterie britannique a subi une transformation tout aussi profonde. Les hommes qui avaient évacué Dunkerque en 1940, qui avaient vu les chars disperser leur formation, qui avaient appris que le blindage signifiait la défaite, ces leçons devaient être désapprises. Le PAT a fourni l'outil pour ce désapprentissage. Lorsqu'un soldat sait qu'il possède une arme capable de détruire ce qui le terrifie, son comportement change fondamentalement. Il ne panique pas lorsqu'il entend des traces de chars. Il n'envisage pas immédiatement de battre en retraite. Au lieu de cela, il réfléchit tactiquement, où est mon équipe PAT? Quelle est la route d'approche? Où sont les angles vulnérables? Ce passage de victime impuissante à menace potentielle a modifié le fonctionnement des unités d'infanterie. Les commandants pouvaient positionner leurs troupes dans des endroits qui auraient été intenables en 1940, sachant que même si des blindés ennemis apparaissaient, la position pourrait être défendue. L'influence des armes s'étendait au-delà de l'armée britannique. Les forces américaines ont observé les opérations PAT en Normandie et ont accéléré le développement de leur propre variante de bazooka. Le principe de la charge creuse qui a rendu le PAT efficace est devenu la norme pour les armes anti-chars d'infanterie dans le monde entier. Les conceptions soviétiques d'après-guerre incorporaient les leçons tirées des PAT capturés. La grenade propulsée par fusée moderne,
Les systèmes de missiles anti-chars qui définissent la capacité anti-char de l'infanterie contemporaine, font tous remonter leur lignée conceptuelle à des armes comme le PAT qui ont prouvé que l'infanterie pouvait transporter des armes anti-chars efficaces au combat. Le PAT est resté en service britannique jusqu'au début des années 1950, progressivement remplacé par des modèles plus modernes comme le bazooka américain et finalement la grenade à fusil anti-char britannique Inurga. Au moment où il a été retiré, le PAT était devenu presque un anachronisme, ce lanceur à ressort particulier des années désespérées où la Grande-Bretagne improvisait des solutions aux menaces existentielles. Les vétérans qui avaient utilisé cette arme au combat avaient des sentiments mitigés quant à sa retraite. Un soulagement certainement qu'ils n'auraient plus jamais à lutter avec ce mécanisme d'armement, mais aussi un respect à contre-cœur pour la chose disgracieuse qui leur avait donné une chance de se battre alors que les chances de se battre étaient rares. Le dossier statistique de l'efficacité de PAT reste incomplet. Les archives de l'armée britannique documentent des centaines d'engagements réussis, mais la nature chaotique des combats signifiait que de nombreuses actions n'étaient pas enregistrées. Une équipe PAT qui a détruit un char puis a été tuée par des tirs d'artillerie pourrait ne jamais figurer dans les décomptes officiels. Des estimations prudentes suggèrent que PAT a détruit ou désactivé plusieurs centaines de véhicules blindés allemands sur tous les théâtres d'opération entre 1943 et 1945. Plus important encore, ils ont forcé des milliers de chars à se retirer, à emprunter des itinéraires différents et à opérer avec plus de prudence. Les chars qui n'ont jamais avancé parce qu'une équipe PAT attendait peut-être, cela n'apparaissent dans aucune statistique, mais ils représentent la véritable mesure de l'efficacité de l'arme. L'héritage ultime du PAT réside peut-être dans ce qu'il représente en matière d'adaptation militaire britannique. En 1940, l'armée avait été humiliée, évacuée, privée de matériel et de confiance. 4 ans plus tard, cette même armée battait la Wehrmacht au corps à corps et y parvenait en partie grâce à une détermination sanglante à développer des armes capables de niveler le champ de bataille. Le PAT n'était pas la meilleure arme anti-char de la guerre. La Panra allemande était plus efficace, le bazooka américain plus fiable. Mais le PAT était la réponse britannique à un problème qui semblait insoluble. Et cela a assez bien fonctionné lorsque cela comptait le plus. Les hommes qui l'ont porté au combat, qui ont enduré son recul meurtrier et son mécanisme d'armement vicieux, qui ont tenu bon à l'approche des panzers, ont transformé la guerre d'infanterie. Ils prouvèrent que les chars n'étaient pas invincibles, que l'infanterie n'était pas obsolète, que le courage et un ressort suffisamment puissant pouvaient changer l'issue des batailles. Les Allemands s'attendaient à ce que l'infanterie britannique fuit à partir de Panza. Au lieu de cela, ils ont retiré les lanceurs Piat et ont riposté. Cette décision, répétée portée des milliers de fois sur les champs de bataille européens, ont contribué à gagner une guerre.